Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième cours enregistré d'économie internationale. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à l'étude du système monétaire international ou des systèmes monétaires internationaux. En fait, c'est un cours qui mérite, bien entendu, plusieurs semaines, voire même des mois de réflexion. Mais dans le cadre de ce cours, je vais essayer de me tenir à l'essentiel. D'abord, je vais essayer de voir comment des systèmes monétaires internationaux concrets ont fonctionné sur la base des 4 éléments qui rentrent dans la définition d'un système monétaire international, à savoir la monnaie internationale, le régime de change, le système de réserve officiel et les mécanismes d'ajustement. Et puis, le pourquoi de l'histoire, l'histoire, elle est importante parce qu'elle éclaire le présent et les économistes se réfèrent un peu aux faits historiques pour expliquer des phénomènes économiques récents ou des phénomènes économiques présents. Et moi, par rapport à cette évolution du système monétaire international, je pose l'hypothèse que un grand nombre de problèmes qu'on rencontre dans le cadre du système monétaire international actuel trouvent leur origine dans les problèmes qui sont restés en suspens, les problèmes non résolus qui sont apparus dans les systèmes précédents. Je ne sais pas, par exemple, des grands problèmes qui sont apparus dans le cadre du système monétaire international. Le dernier en date, celui de Bretton Woods, explique un grand nombre de problèmes donc d'instabilité qu'on vit dans le cadre du système ou du non-système actuel. Et puis, l'autre élément qui justifie ce recours à l'histoire, c'est que tous les systèmes monétaires internationaux expérimentés depuis à peu près un siècle et demi ont quelque chose de positif. Et je pars du principe que ces éléments peuvent servir de point de départ pour expliquer ou pour réfléchir sur les directions que peut prendre la réforme du système monétaire international actuel. On peut, de manière générale, distinguer 4 grands systèmes internationaux à travers l'histoire. Il y a eu, dans un premier temps, le système étalon or, ou ce qu'on appelle le gold standard. Ensuite, il y a eu un système étalon hors devise, donc qui a été expérimenté dans la période de l'entre-deux-guerres, donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux alentours de la grande crise de 1929. Le système monétaire international de Bretton Woods, donc un système étalon hors devise, ou étalon hors dollar. C'est un système qui a duré plus ou moins jusqu'au début des années 70. Et puis après, on a le système actuel qui a commencé vers le milieu des années 70 et plus précisément à partir de 1976. Alors, tout d'abord, pour ce qui est du régime d'étalon or, ou ce qu'on appelle le gold standard, eh bien, si on peut dire, si on doit résumer un peu les caractéristiques de ce système, on peut dire que ce système est basé sur la stabilité. Le maître mot du système, c'est la stabilité monétaire. Donc, c'est un système stable. On verra dans un instant quelles sont les caractéristiques de cette stabilité. Ensuite, on peut dire aussi que c'est un système qui est basé sur des règles informelles, donc c'est des règles implicites, c'est-à-dire il n'y avait pas encore à l'époque, c'est-à-dire vers le milieu des années 50 du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas un accord international ou bien un accord monétaire international entre les pays. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que c'était un système informel. Alors, comment il fonctionnait sur la base des 4 éléments qui rentrent dans la définition d'un système monétaire international? Donc, d'abord, sur le plan de la monnaie internationale, on peut dire que la monnaie internationale, c'était l'or. L'or qui circulait comme moyen de paiement international. L'or était un moyen de réserve international
et l'or servait de référence aux transactions internationales. Alors, dans les faits, on peut dire que la plupart des pays industriels de l'époque, à savoir la Grande-Bretagne, la France et plus tard l'Allemagne et les États-Unis, donc à partir de 1880, ils avaient opté pour un système étalon or monométalliste, bien un système monétaire interne monométalliste or, c'est-à-dire que sur le plan intérieur, l'or servait de base monétaire, c'est-à-dire que la monnaie ou les billets qui circulaient dans l'économie avaient leur équivalence en or. Donc ça, c'est un système qui se référait à ce qu'on appelle ce que Ricardo avait appelé le currency principle, ou bien ce qu'on appelle le principe du currency, c'est-à-dire que toute la monnaie fiduciaire qui circulait dans l'économie avait son équivalence en or. Donc en fait, toutes les banques centrales de l'époque, elles respectaient la discipline de l'or, c'est-à-dire la convertibilité de leurs moyens de paiement en or. Et donc, en partant de cette caractéristique très très importante des systèmes monétaires internes de l'époque, toutes les monnaies étaient potentiellement convertibles sur le plan international. C'est-à-dire, du moment que chaque monnaie était gagée sur l'or, donc elle pouvait être acceptée en tant que telle comme moyen de paiement sur le plan international. Et donc, la fixation des taux de change des différentes monnaies se faisait sur la base de leur poids d'or respectif. C'est-à-dire que chaque pays déclarait la parité de sa monnaie par rapport à l'or, donc en fait une certaine quantité d'or, bien un poids d'or, et justement la comparaison de ces poids d'or nous permettait de calculer le cours de change d'une monnaie par rapport à une autre. Donc je vous donnerai un exemple chiffré dans un instant. Le deuxième élément concernant ce système monétaire international étalon or, c'est le régime de change. En fait, on peut dire que le régime de change était un régime fixe, c'est-à-dire que chaque pays définissait la valeur de sa monnaie par rapport à l'or. Donc, en fait, on disait que la monnaie elle avait une parité en or ou une parité par rapport à l'or, c'est-à-dire en quantité d'or pour chaque unité monétaire. Alors, à titre d'exemple, si on prend le franc du début du 19e siècle, ce qu'on appelait le franc germinal, sa valeur, la valeur d'un franc germinal, elle était de à peu près 290 mg d'or, c'est-à-dire 0,29 g d'or. Dans la même période, la livre sterling, donc la monnaie britannique, elle était égale à peu près 7 grammes d'or. Et donc, en fait, on pouvait, bien entendu, sur la base de ces poids respectifs, et en posant juste une petite règle de 3, déterminer quelle était la valeur de la livre sterling par rapport au franc, ou bien la valeur du franc par rapport à la livre sterling. Alors pour cela, je vais vous donner un petit exemple chiffré. Voilà, donc si on essaye de voir un peu comment est-ce qu'on peut passer de la valeur en or de chaque unité monétaire par rapport à donc la valeur d'une monnaie par rapport à une autre, c'est-à-dire le cours de change. Et on va poser tout simplement ce que valait une livre, donc une livre sterling, donc ça valait à peu près donc 7 grammes et quelques poussières d'or, et un franc, donc il valait à peu près 0,29 grammes d'or. Donc on va juste faire une petite règle de 3 et on va pouvoir déterminer la valeur de la livre par rapport au franc français. Alors ça, c'est pour ce qui est donc du régime de change. Alors la question qui se pose est de savoir est-ce que les monnaies ou ces cours de change pouvaient varier dans le temps. Oui, mais dans une marge très étroite. Alors, le système était doté d'un mécanisme de stabilisation automatique, ou ce qu'on appelle un régulateur automatique
donc des taux de change. Et ce régulateur, il était basé sur ce qu'on appelle les points d'or. Alors, c'est quoi ces points d'or? Les points d'or, c'est tout simplement une limite à l'intérieur de laquelle doit varier le taux de change d'une monnaie. Alors, si on essaie de schématiser cette bande de variation qui est autorisée, ou c'est ce qu'on appelle ces gold points ou bien ces points d'or, on a la chose suivante. Alors voilà, donc là on a le fonctionnement de ce système donc de variation à l'intérieur d'une bande, délimitée par ce qu'on appelle le point de sortie de l'or et le point d'entrée de l'or. C'est-à-dire si on suppose qu'un pays il connaît un déficit de son solde extérieur, donc le pays A vis-à-vis du pays partenaire, donc un pays, un autre pays ou d'autres pays, eh bien, ce déficit commercial, il va se traduire par une dépréciation de la monnaie du pays A vis-à-vis de la monnaie du pays partenaire. Il y a une limite à ne pas dépasser, c'est-à-dire que tant que la dépréciation, elle reste à ce point de sortie de l'or, eh bien, la variation, elle est permise, c'est-à-dire que, donc on va supposer qu'on respecte le principe du régime fixe. Alors, à quoi correspond ce point de sortie de l'or? En fait, c'est tout simplement le coût de déplacement de l'or. Il ne faut pas oublier qu'on on était dans le cadre de système monométalliste or, c'est-à-dire que l'or il servait de base à la création monétaire. Et donc, si par exemple le risque encouru par un pays, c'est-à-dire la perte de change que peut connaître un pays dont la monnaie s'est dépréciée, euh, elle devient supérieure au coût de transport de l'or vers le pays partenaire. Le transport de l'or, il coûte de l'argent, c'est-à-dire en termes de transport justement et en termes d'assurance. Dans ce cas-là, donc, quand on atteint cette limite, il devient plus intéressant et moins coûteux de payer avec de l'or que de payer avec la monnaie du pays étranger. Alors, le problème, c'est que cette limite du point de sortie de l'or est joué le rôle d'un stabilisateur automatique, c'est-à-dire que le pays il doit faire très attention à ce que sa monnaie ne sort pas, ne se déprécie pas jusqu'à sortir de cette bande, donc notamment ce cours qu'on peut appeler le cours plancher, parce que dans le cas contraire, il sera obligé, bien entendu, de faire subir à son économie réelle, si vous voulez, un choc extérieur, en ce sens que le pays serait obligé d'adopter des mesures déflationnistes parce que le pays va perdre une partie de son stock d'or et cette perte, bien entendu, va se traduire par une hausse du taux d'intérêt parce que l'argent, c'est-à-dire les moyens de paiement deviendront plus chers. Donc la déflation qui va s'installer, la hausse des taux d'intérêt va réduire l'investissement, ce qui va réduire la production et qui va enclencher, si vous voulez, une morosité économique caractérisée par la hausse du chômage, etc., etc. Après, on a également un point d'entrée de l'or. Ça, c'est le cas des pays dont la monnaie s'apprécie. D'accord? L'appréciation acceptée est celle de 0,2%. 0,2%, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il correspond au coût de transport et le coût d'assurance de l'or. Donc, quand on doit le déplacer du point A au point B, il faut supporter ce coût. Et ce coût, il était évalué à 0,2 de la valeur de l'or transporté. Et donc, quand on atteint la limite supérieure, c'est l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que le pays, il va attirer plus d'or donc du pays partenaire, avec quelles conséquences? Un gonflement de la masse monétaire, donc inflation, ce qui va bien entendu jouer le rôle, encore une fois, de stabilisateur automatique, en ce sens que
donc la balance, on verra ça dans un instant, la balance commerciale du pays, elle va voir son excédent se réduire à cause de l'appréciation, à cause de la hausse du niveau général des prix. Donc, pour résumer, on peut dire que les points d'or, les points de sortie, les points d'entrée d'or jouaient le rôle d'un régulateur automatique, c'est-à-dire c'était la limite à ne pas dépasser pour la variation du taux de change d'une monnaie. Le troisième élément qui rentre dans la définition d'un système monétaire international, on a dit que c'est un système de réserve. Donc là, peut-être il n'y a pas grand-chose à ajouter, puisque l'or, c'était la monnaie internationale, ou bien donc les monnaies qui étaient convertibles en or pouvaient servir de moyen de réserve avec un rôle en matière, donc qui joue bien entendu un rôle important en matière de stabilisation et en matière d'ajustement, donc des moyens pour effectuer des paiements à l'échelle internationale. Le quatrième élément qui rentre dans la définition d'un système monétaire international, c'est un système, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la balance des paiements. Donc là aussi, on peut dire que l'ajustement, il s'inspirait un petit peu des idées courantes à l'époque, qui étaient des idées libérales. Donc c'était des idées défendues par des économistes classiques pour lesquels le système des prix, à lui seul, sans intervention de l'État, il pouvait jouer le rôle d'un stabilisateur automatique. Alors en principe, l'ajustement, il s'inspire essentiellement de la théorie de Fisher, donc la théorie quantitative de la monnaie, qui, comme vous le savez très bien, donc elle fait le lien entre la masse monétaire, donc la quantité des moyens de paiement en circulation de l'économie et le niveau général des prix. D'accord. Alors, en partant de l'hypothèse justement qu'avec une vitesse de circulation de la monnaie qui est constante et avec une économie qui est proche du plein emploi, donc tout accroissement de la masse monétaire ou toute baisse de la masse monétaire va se traduire soit par de l'inflation, donc dans le cas où la masse monétaire s'accroît rapidement, qui ne peut pas être compensée par une augmentation de la production, eh bien, l'inflation, elle finira justement par résorber le déséquilibre qui apparaît au niveau de la balance commerciale. C'est-à-dire le cas d'un pays qui enregistre un excédent, eh bien, il va voir sa masse monétaire gonfler par le jeu de la création monétaire. Donc, toute entrée de métaux précieux de l'étranger va se traduire par une augmentation de la masse monétaire. Et cette hausse de la masse monétaire, elle est de nature inflationniste. L'inflation qui va dans le temps, elle va avoir une conséquence négative sur les exportations du pays parce qu'elle coûterait plus cher et elle rendrait moins cher les produits d'importation. Par contre, pour le pays qui connaît des difficultés au niveau de sa balance commerciale, c'est-à-dire un pays à déficit, eh bien c'est le contraire qui va se produire. Ce pays, bien sûr, il va voir sa monnaie se déprécier, donc il va aller au-delà du point de sortie de l'or, c'est-à-dire la variation, elle ne serait plus à l'intérieur de la marge de plus ou moins 2%. La conséquence serait une sortie de l'or. La sortie de l'or va réduire la quantité de moyens de paiement en circulation dans l'économie et la déflation qui s'installe, elle finira par rééquilibrer le solde commercial, c'est-à-dire que les importations coûteraient plus cher, donc à cause de la déflation. Donc la déflation, bien entendu, elle rendrait cher donc les produits d'importation, on va tout simplement les réduire parce que l'activité économique, elle est de manière générale, elle est morose. Et donc l'autre élément, c'est que les exportations, ils vont réagir positivement à cette baisse du prix et donc finalement le pays, il finira par réduire son déficit et aller vers une situation d'équilibre. Alors, comment on peut apprécier ce système du gold standard? On peut dire qu'il recelait à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Donc, en fait, il y avait des avantages et des inconvénients. D'abord, par rapport aux éléments positifs,
on peut dire que le système est un système stable, c'est-à-dire pas de perturbations majeures sur le plan monétaire. Et cette stabilité, en fait, elle était due à la stabilité des systèmes monétaires nationaux. Donc ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire que la stabilité du système monétaire international, elle reposait sur la stabilité des systèmes monétaires nationaux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient des systèmes monétaires monométallistes, or, c'est-à-dire des systèmes qui imposaient une certaine discipline, ce qu'on appelle la discipline de l'or aux banques centrales. Les banques centrales, elles ne pouvaient pas utiliser les moyens de paiement à leur guise, elles ne pouvaient pas utiliser les moyens de paiement pour répondre à des problèmes nationaux de chômage, par exemple, bien des problèmes de baisse de la production. Alors ça, c'est cette discipline, en fait, c'était une espèce de régulateur automatique qui s'imposait aux banques centrales et que les banques centrales, elles devaient absolument respecter. Le deuxième élément, c'est de ce système, le deuxième avantage de ce système, c'est que c'est un système neutre. La neutralité, en fait, elle s'explique par le fait que le système ne dépendait pas d'une monnaie nationale, c'est-à-dire une monnaie qui peut être utilisée à discrétion pour répondre aux intérêts nationaux. C'est-à-dire que la monnaie, du moment qu'elle devait respecter une certaine discipline, cette monnaie, bien entendu, ne pouvait pas être utilisée à la guise des banques centrales pour les manipuler afin d'atteindre des objectifs nationaux. Les éléments négatifs, c'est que dans la réalité, cette monnaie internationale n'était pas aussi neutre qu'on le pensait. En fait, la livre sterling, elle s'est imposée. Donc le système était un système étalon or. Mais la livre sterling, elle a petit à petit commencé à s'imposer comme une monnaie internationale incontestable pendant cette période-là. À cela, plusieurs explications. En fait, d'abord, il y a la stabilité du système monétaire britannique. Donc, c'est un système, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était basé sur la discipline de l'or, la convertibilité des moyens de paiement en or sur la base d'une parité fixée sur le plan intérieur était un gage de stabilité. Mais ce n'est pas le seul facteur parce que d'autres pays avaient les mêmes systèmes. Donc la France, elle avait un système monométalliste. Or, à partir de 1880, c'est la même chose pour le cas de certaines puissances émergentes comme l'Allemagne qui également avait opté pour le même système. Ce n'est pas aussi parce que la Grande-Bretagne détenait le plus gros stock d'or mondial que la livre n'était pas acceptée, tout simplement parce que les Britanniques avaient cette capacité à racheter leur monnaie qui circulait sur le plan international en or, parce que d'autres pays, bien entendu, pouvaient faire la même chose. Et le cas de la Grande-Bretagne, plus précisément, la Grande-Bretagne n'avait pas plus que 3% du stock d'or mondial à la veille de 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais en fait, l'acceptation de la livre sterling, comme je le disais lors de la séance précédente, il s'explique par le fait que la Grande-Bretagne était la puissance économique et financière incontestée depuis pratiquement le milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre. D'abord, puissance économique parce que la Grande-Bretagne était le berceau de la révolution, de la première révolution industrielle, donc ses produits étaient exportés un peu partout par le monde, donc ces machines à vapeur étaient exportées un peu partout dans le monde. La puissance financière du pays n'était pas discutable, dans le sens où la City, c'est-à-dire Londres, elle était le lieu où s'effectuaient les compensations des créances et des dettes, qui naissent suite aux opérations commerciales internationales ou bien aux opérations financières. L'essentiel de l'or, en fait, le principal marché de l'or se trouvait également en Angleterre. Et à cela, il ne faut pas oublier le fait que la Grande-Bretagne était une puissance coloniale, donc en fait, elle disposait de marchés captifs, c'est-à-dire des marchés qui étaient en fait des marchés
entre la Grande-Bretagne, qui était la métropole, la puissance colonisatrice, avec ses colonies. Et ces colonies, elles étaient éparpillées sur les cinq continents. Donc, en fait, on peut dire tout simplement que la puissance de la livre sterling et le fait que la livre sterling soit imposée comme monnaie internationale s'explique également par les rapports de force, par les rapports de pouvoir en place pendant cette période-là. Pour montrer encore donc la faiblesse de cette thèse de la neutralité de la monnaie internationale, donc, en l'occurrence la livre sterling, il ne faut pas oublier que les paiements internationaux à l'époque se faisaient par des lettres de change qui étaient libellées en livres sterling. Et le taux d'escompte de ces lettres de change, donc pour, je ne sais pas, pour un créancier qui cherche des moyens de financement, donc des liquidités pour financer une opération internationale, il se faisait sur la base du taux de réescompte de la Banque d'Angleterre. Et ce taux, bien entendu, il était fixé, encore une fois, en fonction des intérêts du pays, et notamment les intérêts du moment, ce qui ne manquait pas d'avoir des conséquences sur les autres pays. Et le dernier facteur, c'est que cette stabilité qui était un peu le maître mot du système monétaire étalant or, c'est que cette stabilité, elle coûtait très cher en fait. Cette stabilité, elle avait un prix, puisque la moindre dépréciation du taux de change, comme on l'a montré tout à l'heure, il peut tout simplement avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle, c'est-à-dire que quand le pays atteint le point de sortie de l'or, par exemple la limite inférieure, on a dit tout à l'heure que le retour à un taux de change donc, correct, si vous voulez, ou un taux de change désirable entre la monnaie du pays et la monnaie de son partenaire, il était obligé d'entreprendre tout simplement ou de prendre des mesures déflationnistes qui se traduisent en général par une hausse de taux d'intérêt, bien entendu parce qu'il y a une raréfaction de la monnaie. Et cette raréfaction de la monnaie avec les taux d'intérêt conduisait à l'époque à une baisse du niveau de l'investissement et bien entendu donc provoquer plus de récession, de dépression économique avec une hausse du taux de chômage, par exemple. Pour terminer, on peut dire un petit mot sur les facteurs qui ont conduit à l'éclatement du système étalon or. D'abord, il y a le premier point, c'est le changement des rapports de force à l'échelle internationale vers la fin du 19e siècle. La Grande-Bretagne, elle a perdu bien sûr son leadership par rapport à d'autres puissances montantes, notamment l'Allemagne et les États-Unis. Donc la Grande-Bretagne était le berceau de la première révolution industrielle, donc une révolution basée sur le textile, sur la machine à vapeur. Les deux autres pays sont donc le berceau de la deuxième révolution industrielle, donc une révolution basée sur de nouvelles sources d'énergie, notamment le pétrole, donc, et le développement de nouvelles industries telles que la chimie, la sidérurgie. Donc ça, c'est un facteur qui a conduit à la contestation de la puissance économique de la Grande-Bretagne. Sur le plan financier, donc on peut dire aussi que donc le pouvoir financier de l'Angleterre, il a reculé aussi. Donc ce recul est lié tout simplement donc au recul du commerce extérieur ou de la place de la Grande-Bretagne dans le commerce mondial. Et donc, en fait, ce recul au niveau commercial, il a tout simplement eu pour conséquence un recul de la livre sterling comme monnaie internationale au profit des monnaies des puissances émergentes de l'époque, à savoir les États-Unis d'Amérique et le dollar américain. Le deuxième élément donc, qui explique ce déclin, c'est le financement de la Première Guerre mondiale. Alors là, on peut dire que ce financement ou les modes de financement de la Première Guerre mondiale ont sapé l'une des bases les plus importantes du système étalon or, à savoir
donc le système monométalliste or sur le plan intérieur. Donc on l'a dit tout à l'heure que la discipline de l'or, ou bien la convertibilité donc de la monnaie fiduciaire en or était le garant de la stabilité du système monétaire international. Or, avec la guerre, la plupart des pays ils ont engagé toutes les ressources qui sont à leur disposition pour financer l'économie de guerre. Et donc, finalement, on a assisté dans beaucoup de pays à un financement monétaire des efforts de guerre. Le financement monétaire, c'est un financement inflationniste. C'était bien entendu un élément positif pour les banques centrales parce que ça les a libérés tout simplement de la contrainte du monométallisme or, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus obligés de respecter ce principe de l'équivalence entre les moyens de paiement en circulation de l'économie et le stock métallique dans un premier temps. Et donc, finalement, la plupart des pays sont rentrés dans une phase d'instabilité, donc instabilité monétaire, notamment une inflation de plus en plus importante et bien entendu une instabilité des taux de change.